Mesdames et messieurs, bonsoir, RTS 20h, le journal, voici les titres. Les élèves de l'école Sainte-Fatima chantent le Sénégal avec le président Macky Sall. En visite au Palais de la République, ils ont croisé le chef de l'État et passé des moments qu'ils ne vont jamais oublier. Séduits, certains rêvent déjà de revenir sur les lieux pour y faire carrière. Le lycée Limamoulaye doit être réhabilité en urgence. Le président Macky Sall a évoqué le cas de cet établissement technique et général hier en Conseil des ministres. Après plus de 40 ans, ce creuset de l'excellence croule sous le poids de l'âge. 262 milliards du privé sénégalais pour la centrale électrique à gaz du Cap des Biches, un projet majeur pour renforcer la production électrique. 366 mégawatts de plus dans le réseau de Sénélec. Bonsoir à tous. L'ambassadeur d'Égypte a fait ses adieux au chef de l'État. Au terme de sa mission, Noah Ahmed Mayer Khedr s'est dit satisfait de son séjour qui a permis de renforcer les relations entre le Sénégal et l'Égypte. La diplomate a été élevée à la dignité de commandeur dans l'Ordre national du Lion. Noah Ahmed Maher Khedr est au micro de Oumar Ning. C'est un honneur vraiment très grand. J'apprécie beaucoup le geste de son Excellence, Monsieur le Président. C'est un honneur d'être décoré avec cette décoration. Ma période à Dakar était vraiment très merveilleuse, sur tous les côtés professionnels, personnels. Je me sentais dans mon pays, dans mon deuxième pays. J'ai eu toute l'assistance dans mes fonctions de tous les fonctionnaires, de toutes les autorités, de tous les ministres, de la présidence, de tout le monde ici. Ce que m'a aidé beaucoup à avoir... à pouvoir avancer dans mes dossiers et mon travail. Et j'espère que j'étais à la hauteur de cette mission très importante pour nous. Une belle surprise pour les élèves de l'institution Sainte-Fatima, venus visiter le Palais de la République. Ils ont croisé de manière inopinée le président de la République qui revenait de son bureau entre poignées de main, photos, autographes. Les élèves ont bien profité de cette occasion unique. Visiter le Palais de la République est un exercice courant pour les élèves. Ce matin, ceux de l'institution Sainte-Fatima ont eu plus de chance que les autres. Ils sont tombés sur le chef de l'État qui sortait juste de son bureau à l'heure de pause. C'est une occasion rêvée qu'ils ont saisie avec bonheur. C'est un honneur pour nous. C'est la faute de notre président. La main là, je vais jamais la laver, je vais devenir gaucher. La main là est devenue sacrée, même le bic. Pourquoi? C'est moi qui l'a touché, dit. C'est qui m'a dit que ça va pas se reproduire. En plus de saluer le président de la République, les élèves vont repartir tous avec des autographes. Signature du chef de l'État sur les cahiers. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je vais signer pour tout le monde. Voilà. Chaque jour, je fais comme ça. Et moi aussi. Moi, je suis en train de rêver. Tu rêves de quoi? Mais c'est une vérité absolue qui est là. Dans cette communion entre les élèves et le chef de l'État, la dimension civique est bien marquée. Pour ce que représentent les élèves, le geste du président Macky Sall est plein de sens. Vous savez, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, le président vient ici prendre la photo avec les ministres. Donc on chante l'hymne et puis on fait la photo. Encourageant pour ces élèves qui garderont toujours en mémoire ce souvenir. Des actionnaires sénégalais mettent 262 milliards sur la table pour financer la
la centrale à gaz du Cap des Biches, 366 MW qui vont s'ajouter à la production de Sénélec. La signature du contrat entre West Africa Energy et African Finance Corporation, promoteur de ce projet, s'est fait sous le regard du ministre du Pétrole et des Énergies, Anaïs Nyanyomane. Cette signature marque le bouclage du financement de la centrale de Cap des Biches. Avec une puissance de 366 MW, la centrale est estimée à 262 milliards de francs CFA, un montage financier assuré par des actionnaires sénégalais. Ce projet structurant, Madame le ministre, d'un montant total de 400 millions d'euros, soit 262 milliards, est financé par des institutions financières africaines avec à leur tête Africa Finance Corporation. Le montage financier a vu la forte participation de Coris Bank International Sénégal et c'est aussi grâce à ce partenariat financier entre Coris Bank et West African Energy que le projet a pu démarrer les travaux depuis décembre 2020. Cette centrale à cycle combiné utilise une technologie à haut rendement composée de 2 turbines à gaz et une turbine à vapeur. Son opérationnalisation est d'une importance capitale pour l'État du Sénégal. Ce projet va permettre de disposer d'une énergie suffisante, en bonne qualité, mais surtout avec un coût de production compétitif grâce à l'utilisation du gaz naturel issu des réserves pétrolières et gazières du pays, car étant une composante de notre stratégie Gas to Power, ou production d'électricité à partir du gaz élaboré sous la vision de son Excellence le Président, chef de l'État du Sénégal. Dans toutes les étapes du projet, les normes environnementales ont été respectées et le contenu local pris en compte avec l'utilisation de la main-d'œuvre locale. L'actionnariat, il est 100% sénégalais. Nous avons dans ce projet décidé de recruter un recrutement à 100% du personnel local pour les besoins de main-d'œuvre non qualifiée et de 40% au moins pour le personnel qualifié. Nous remercions aussi également Sénélec pour le rôle crucial qu'elle a joué et qu'elle continue de jouer, car en effet, en plus d'être actionnaire dans West African Energy et acheteur unique, Sénélec a mis à disposition de West African ses experts. Sur le plan environnemental, le choix d'équipements de technologie à haut rendement et l'utilisation du gaz naturel comme combustible de base permettront de baisser des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez parlé également du contenu local, qui lui est très cher, qui a été bien pris en compte dans toutes les étapes de votre projet, particulièrement dans la gestion et la construction avec la participation des sociétés nationales et le recrutement du personnel local. La centrale du Cap des Biches, une composante de la stratégie Gas to Power, va fonctionner avec le gaz local. Sa mise en service permettra à notre pays de disposer d'une énergie de qualité suffisante et à moindre coût. Le navire de croisière Zandam a fait escale à Dakar. À son bord, 1663 voyageurs de différentes nationalités. La libération des quais du port autonome de Dakar a permis d'accueillir ces grands navires qui transportent des touristes à Wanyai. À 8 heures, le navire de croisière Zandam Flag, The Netherlands, a accosté au quai 24 du môle 2 du port autonome de Dakar, en provenance du port d'Abidjan. Il a à son bord 1077 passagers et 586 agents qui composent les membres d'équipage. Sea Invest est une société belge qui a des activités de manutention portuaire. Elle détient des contrats avec des armateurs de croisière. La Holland American Land dispose de navires de croisière partout dans le monde. C'est une joie pour nous de représenter cet armateur-là et d'avoir travaillé main dans la main avec le port de Dakar pour faciliter cette escale-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'avènement du Covid, Dakar était un port très demandé de par les croisiéristes. La restriction sanitaire qui a été levée ouvre de nouvelles perspectives pour le secteur touristique, mais aussi portuaire. La destination Sénégal reprend
À partir de cette fin d'année, nous savons que nous allons retrouver le niveau de trafic aéroportuaire qu'on avait en 2019 avant la Covid. Le tourisme intérieur a bien fonctionné et les marchés classiques commencent à revenir vers le Sénégal. Si vous avez de la capacité de linéaire de quai, vous pouvez accoster des navires, qu'ils soient des navires de cargaison conventionnels, qu'ils soient des navires d'hydrocarbures, qu'ils soient aussi de la croisière. C'est parce qu'on a la capacité linéaire de quai qu'on peut accoster des navires de croisière. Dans un premier temps, la priorité qui avait été donnée au gouvernement du Sénégal, c'est de ramener à la maison les denrées de première nécessité qui étaient au large, donc en mouillage, pour plus de 2 mois à 45 jours à la maison pour contribuer de manière significative sur la cherté de la vie au Sénégal. Le port autonome de Dakar, le gouvernement du président Macky Sall a fait le travail. En 6 semaines, le résultat, il est là, les quais sont libres. Plusieurs corps de métiers et des activités touristiques tournent autour de cette escale. Elle est inédite, mais aussi inattendue. Cette escale n'était pas prévue. Dans notre jargon, on l'appelle un inducement call. C'est parce que Banjul ne s'y prêtait plus à cause d'une réalité structurelle, technique, qu'on pourrait appeler un draft, qui ne pouvait pas accueillir ce bateau parce que n'ayant pas le tirant d'eau adéquat, vu sa taille et son gigantisme. Mais si nous avons réussi cela, c'est parce qu'on a eu une libération de nos quais. N'eût été l'intervention, le pragmatisme et la pugnacité du directeur général du port de Dakar, Montegassi, à qui je rends un hommage au nom de l'industrie maritime dans sa globalité. De par sa position géographique, le port autonome de Dakar reste ouvert aux autres escales. Le tourisme de croisière est alors une opportunité. C'est un secteur d'activité en pleine expansion. La croisière est dominée par les clientèles nord-américaines. Notre espace maritime est un champ privilégié. Le Zandam Flag 922 68 91 quitte Dakar à 18h pour se rendre à Praia, au Cap-Vert. Je vous invite à présent à faire un voyage dans notre calibre dans le champ de tir de Dodji. C'est dans le département de Linguère où se sont tenues les manœuvres militaires Ferlo 2022 avec des balles réelles. Il faut savoir que cette manœuvre va permettre à l'armée de mettre à contribution toutes nos forces de défense et de sécurité. Ibrahim Andong. Un ciel assombri par l'impact de la riposte. Une puissance de feu doublée de tirs de précision. Le tout se résume à un objectif atteint. Ces colonnes de fumée renseignent sur la destruction des différentes cibles. Le champ de tir de Dodji résonne. Il s'agit de la manœuvre nationale Ferlo 2022. Une manœuvre militaire qui regroupe les différents corps de l'armée plus les forces spéciales. Sur le terrain, c'est un schéma tactique qui est mis en œuvre pour réussir la mission. Les premières unités qui étaient au contact, il s'agit des unités de reconnaissance. Donc leur rôle est de prendre contact avec l'ennemi, donc de l'identifier par le feu, de permettre de le localiser. Localiser l'ennemi qui s'était engagé dans la cuvette de Dalila. Le bataillon d'infanterie qui a engagé les combats était obligé de battre en retraite pour demander du renfort. Des frappes à longue portée sont donc nécessaires. Objectif, traiter l'ennemi en profondeur et l'empêcher de progresser. Une fois qu'il est localisé, l'artillerie et les autres moyens vont rentrer en œuvre afin de le détruire. Et donc cette manœuvre à tir réel a permis de mettre sur le terrain, de combiner les efforts de l'infanterie, de la cavalerie, mais également de l'armée de l'air et de l'artillerie, afin de neutraliser cet ennemi. Cette manœuvre montre tout simplement que nos armées ont la capacité de pouvoir repousser la menace d'où qu'elle vienne. Dans le cas d'espèce, elle venait d'un pays ennemi. Elle a pu pénétrer, mais la riposte a été foudroyante.
Une riposte foudroyante, inhérente à la puissance de feu de l'armée. Un message codé, plein de sens. Dans l'expression de ce que nous avons connu ici, c'est une souveraineté. Et elle est nécessaire, elle explique ici, surtout c'est ça le message le plus important, qui a la capacité à la fois d'utiliser le classique, l'hybride et l'asymétrique. Ce sont ces trois éléments confondus parce que nous étions avec la manœuvre Falémé essentiellement sur l'antiterrorisme. Mais ici, nous avons vu qu'avec les guerres qui peuvent être déclenchées, comme celle que nous connaissons avec l'Ukraine, toutes les armées du monde s'organisent à revenir sur les fondamentaux, sur le classique. C'est une manière de faire face aux menaces diverses. C'est pourquoi le thème de cette manœuvre porte sur un ennemi conventionnel avec des modes d'action hybrides. Il s'agit d'un État qui vient agresser le Sénégal en ayant des revendications territoriales et qui se sert à la fois des modes d'action conventionnels, c'est-à-dire ce que l'armée fait normalement, une armée contre une autre armée, mais également en utilisant la population, en utilisant des modes d'action terroristes tels que les attentats, le piégeage et autres. Donc il s'agissait pour nous de tester nos capacités à faire face à des menaces complexes. Une manœuvre à balles réelles, tout en mettant en œuvre les moyens des différentes composantes de nos armées. C'est une véritable démonstration de puissance de feu de nos armées, doublée d'actions synchronisées qui renseignent sur le niveau d'entraînement de l'armée nationale. Comme pour dire, la sueur à l'entraînement épargne le sang au combat. Ibrahim, donc dans son élément, les manœuvres militaires Ferlo 2022, c'était ce 3 novembre dernier, un reportage que nous avons proposé à nouveau, alors que le ministre des Forces armées fait face aux députés pour le vote du budget du ministère des Forces armées. Nous y reviendrons. Et puis, le chef de l'État en a parlé hier en Conseil des ministres, la réhabilitation des anciens établissements scolaires publics, réhabilitation et modernisation. Le président Macky Sall a particulièrement évoqué hier, lors de cette rencontre, le cas urgent du lycée Limamoulaye. Justement, cet établissement d'enseignement technique général Creuset de l'excellence, avec ses nombreux lauréats au concours général, est en état de délabrement avancé. Le plus grand lycée de la banlieue voit ses bâtiments crouler sous le poids de l'âge. Ibrahim. Les stigmates d'une bâtisse qui croule sous le poids de l'âge. Le lycée Limamoulaye de Guédiawaye se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé après 44 ans d'existence. Pourtant, c'est dans cet environnement que les pensionnaires de ce lycée d'excellence évoluent. C'est pourquoi le président de la République a pris la ferme volonté de reconstruire totalement l'établissement pour mieux promouvoir les filières scientifiques. Pour réaliser de grands projets, il faut déployer de gros moyens. Lui, vraiment, sur ce plan-là, il vient poser le maillon d'une longue chaîne, qui n'a pas commencé par ça. Il a d'abord commencé par mettre beaucoup de moyens dans la formation professionnelle et changer carrément le mécanisme de financement de cette formation professionnelle. Et je vous citer simplement deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il y a quelques années de cela, pour faire un BP en électricité seulement, il fallait aller vers des villes comme Dakar ou Saint-Louis. Aujourd'hui, avec la nouvelle politique développée par son Excellence, on peut faire beaucoup de formations un peu partout au Sénégal. L'objectif est d'assurer un avenir prometteur à la jeunesse sénégalaise. L'actuel proviseur est un pur produit de ce lycée. Il fait partie de la 3e promotion. Pour lui, le savoir est nécessaire pour résoudre l'équation relative à l'emploi des jeunes. Pendant de longues années, les gens ont posé le problème de l'emploi des jeunes sans comprendre ou bien sans mettre le doigt vraiment là où il le fallait. Parce que pour trouver un travail à quelqu'un, il faut d'abord lui trouver un métier. Pour régler la question de l'emploi des jeunes, il faut régler la question de l'employabilité des jeunes. Il faut faire en sorte que les jeunes qui postulent à un poste puissent avoir le profil pour travailler à ce poste-là. Et c'est ça que Macky Sall, dès sa venue, a compris. Une compréhension doublée d'une volonté manifeste. Macky Sall le sait, le développement de tout pays repose sur l'éducation et la formation.
Des investissements importants pour gagner le pari de l'employabilité des jeunes. Et puis, au mois de juin dernier, se tenait un conseil départemental de développement consacré à la réhabilitation du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Le début des travaux a été annoncé pour septembre 2022. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a urgence. Lamine Touré. Une matinée particulière au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Au menu de ce comité départemental de développement, la reconstruction du site, une instruction du président de la République. 43 ans après son inauguration en 1979, le lycée Limamoulaye de Guédiawaye a pris de l'âge, trop même pour certains, car l'établissement est bâti sur du préconstruit et concentre aujourd'hui 10 000 élèves et 300 professeurs. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décidé, suite au dialogue qu'il avait effectué avec les jeunes de Guédiawaye, non pas de réhabiliter Limamoulaye comme il l'a fait depuis quelques années. Nous avons injecté beaucoup d'argent dans le lycée en termes de réhabilitation. Il a décidé de le reconstruire, d'en faire un grand lycée moderne, mais conformément à ses orientations, mais pour renforcer aussi sa position de creuset d'excellence dans la banlieue de Dakar. Cette concertation ouverte a donc débuté entre acteurs, une étape importante dans le processus de reconstruction du lycée Limamoulaye de Guédiawaye. L'État va en finir vite avec ses multiples dépenses annuelles destinées au maintien de la composante matérielle de l'établissement. Il y a dans cela des bâtiments évidemment qui vont être détruits, mais il y en a très peu qui vont rester, notamment l'amphithéâtre qui est tout nouveau, un bloc de salle de classe que le président de la République nous avait autorisé à construire. Mais en dehors de ces bâtiments et les logements, en dehors de ces 3 bâtiments, tous les autres bâtiments vont être repris. Et le président de la République nous a demandé de le reconstruire par phase. Bien évidemment, le lycée compte plus de 10 000 élèves. Nous ne pouvons pas les reloger ailleurs pour faire la construction. C'est pour ça que nous avons phasé les travaux. Dans ce centre d'excellence établi au cœur de la banlieue de Dakar, une génération d'élèves est passée par là. Certains d'entre eux sont aujourd'hui à la retraite. Ce projet suscite un grand intérêt pour toute une communauté. C'est un projet qui est structurant, qui nécessite quand même l'adhésion de toute la communauté éducative. Les apprenants sont jeunes en règle générale et il est bon qu'ils n'aient pas l'impression d'une discontinuité qui résulterait de l'exécution du projet en termes d'arrêt des enseignements, puisqu'il faudrait bien leur faire comprendre que le plan architectural qui est prévu est compatible en tout cas à une exécution du projet qui ne remettrait pas en cause la continuité des enseignements. La déclinaison des orientations pédagogiques a surtout rassuré les parents d'élèves. Ce qui est innovant, c'est l'idée d'en faire à terme un établissement polyvalent, puisque Limamoulaye comporte des enseignements au titre vraiment de la formation générale, mais également des formations à caractère professionnel. Le ministre de la formation professionnelle souhaite démarrer les travaux le mois de septembre prochain. Le budget est pour le moment arrêté à la somme de 6 milliards de francs CFA. Le lycée Limamoulaye qui attend donc une cure de jouvence. La Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits sera célébrée du 15 au 21 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Le thème de la 16e édition porte sur l'éducation au civisme dès la petite enfance pour bâtir un capital humain de qualité. En prélude à cet événement, la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits a fait face à la presse. Massamba Tchane. La rencontre a réuni la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits, de la petite enfance, les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs de la presse. Objectif partagé et sensibiliser sur l'agenda et les défis à relever pour la réussite de la Semaine nationale de la petite enfance. L'ensemble des acteurs ont l'opportunité de se pencher sur les questions de développement de la petite enfance pour le relèvement du taux brut de préscolarisation à travers l'amélioration de la qualité des interventions et de la gouvernance des structures, ainsi que l'élargissement de l'accès. L'objectif principal est d'assurer à tous les enfants sénégalais de la conception à 6 ans, issus
En priorité de milieux défavorisés, l'accès à des services adéquats et intégrés selon une approche participative, inclusive, pour que chacun d'entre eux soit pris en charge. La célébration de la 16e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est placée sous le thème l'éducation au civisme de la petite enfance pour bâtir ensemble un capital humain de qualité, une question centrale, toujours d'actualité. À travers ce choix, l'Agence nationale de la petite enfance, la case des tout-petits, inscrit son action dans le sens des orientations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. La nécessité de veiller sans cesse à l'évaluation des programmes scolaires qui doivent mettre l'accent sur l'instruction civique, l'esprit scientifique, le développement technologique et numérique, le sport, etc. Des cibles occupent une place primordiale dans l'agenda international 2030 pour l'éducation et dans l'attente de l'objectif de développement durable numéro 4 sur l'éducation. En tout cas, nous sommes dans la lancée de vous accompagner dans cette activité et voir au-delà même de cette activité, travailler vraiment avec le ministère de l'Éducation nationale pour que ce que nous faisons avec cette petite enfance soit vraiment au niveau de l'élémentaire et moyen jusqu'à l'université. La cérémonie de lancement de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits est prévue le 15 décembre 2022 à Kolda. Durant cette période, plusieurs activités sont prévues sur toute l'étendue du territoire national. Face aux grands défis qui interpellent le sous-secteur de la petite enfance, les acteurs sont invités à poursuivre la réflexion et à développer des stratégies. Culture du riz. À Afiniam, dans le département de Bignona, l'introduction de nouvelles techniques culturelles a permis de tripler les rendements. Ces nouvelles méthodes font partie des paquets techniques que vulgarise l'Agence nationale de conseil agricole et rural, ANCAR. Les résultats, vous allez le voir dans ce dossier de Abdoulaye Sinkare, sont assez satisfaisants et les femmes ne se feront pas prier pour exprimer leur bonheur en chanson. À Afiniam, dans le département de Bignona, l'heure est à la récolte du riz. Munies de coutelets, les femmes apprécient les fruits de leur labeur. Ce que nous avons fait là, pour nous, c'est petit. Nous voulons faire plus que ça. Mais les moyens qui nous manquent. Les difficultés sont pour la récolte avec le couteau et pour le battage et aussi pour la culture. Tu sais, avec la culture de Kajandou, c'est très pénible. Nous pensons avoir une culture motorisée avec des engins, avec des tracteurs. Ça pourra nous soulager un peu. En attendant la mécanisation, une petite révolution est en marche avec le système de riziculture intensive SRI. La technique SRI consiste à repiquer sur des lignes qui sont distantes, des interlignes qui sont distantes de 25 cm et des lignes aussi distantes de 25 cm. Donc, on a demandé les producteurs de respecter vraiment les normes et de repiquer de façon très homogène. Ici, le SRI a permis de booster les rendements. On faisait du riz, mais on le repiquait comme nos ancêtres le faisaient. Avec l'Estrie, on a fait la comparaison de notre ancienne culture. L'Estrie voit 3 ou 4 fois même plus que ce que nous faisons. Donc actuellement, on préfère mieux l'Estrie. On calcule 3 tonnes à l'hectare. Les rendements qu'on a observés en 2020-2021 font 3 tonnes à l'hectare. Et cette année, on a pris des échantillons et les premiers résultats qu'on a font encore autour de 3 tonnes à l'hectare. Donc, on est très satisfait comparé à normalement autour de 1 tonne à l'hectare de façon quand le riz cultivé traditionnellement. Des résultats qui donnent des ambitions dans une zone où les vallées sont en perte de vue. On a 700 et poussières hectares de nos rizières. Et si on en blâme tous ces qui-là, le riz-là ne sera pas mangé à Afiniam seulement. On va vendre ce riz-là et ça va nous donner d'autres revenus.
ça va nous aider dans nos familles et on va avancer plus que ça. Ce qui est plus important, avoir un matériel qui pourra nous travailler toutes nos rizières et nous aider sur nos digues. Parce que nous, on a un problème de salinité et un problème de fer. À Bélan, dans la commune de Mangorungu, dans le département de Goudomp, les paysans ont aussi adopté la même technique. Accepter de répliquer la pépinière à l'âge très jeune, environ 12 jours, maximum 15, respecter l'écartement des plants. Et peut-être il y a l'autre étape qui n'est pas aussi très maîtrisée, c'est la maîtrise de l'eau. Parce qu'après le répliquage, il y a une lame d'eau qu'on devait observer avant de la libérer pour que les plants puissent se développer convenablement. La SRI permet aux producteurs d'économiser des semences. Pour arriver à repiquer 1 hectare, en conventionnel, il vous faut impérativement 40 kilos de pépinière. Mais qu'est-ce que le SRI maintenant est venu changer? Le SRI est venu changer pour aider le producteur à économiser moins d'intrants. C'est-à-dire, si un producteur veut repiquer sur 1 hectare, il lui faut 8 à 10 kilos seulement. Vous voyez la différence entre 8 et 10 et 40 kilos. Pour plus d'efficience, le système est couplé à une autre technique, le placement profond de l'urée, PPU. Si je prends le cas d'ici, il a vraiment apporté le pacte technologique parce qu'il a mis du NPK en engrais de fond, mais il a mis de l'urée super granulée, ce que nous on appelle techniquement le PPI. C'est un placement profond de l'urée. C'est différent de l'épandage. Donc avec ce placement profond de l'urée, on voit que le comportement des plantes diffère. Il faut 113 kilos pour 1 hectare contre 150 à 200 kilos par hectare pour ce qui concerne le riz. C'est pourquoi je vous ai dit que le SRI est un système ou une méthode agroécologique qui permet aux producteurs de produire beaucoup de céréales avec moins d'intrants utilisés. Ces techniques culturelles ne règlent pas tous les problèmes. La mécanisation reste timide, de même que la maîtrise de l'eau. Autrefois, le riz produit sur ce site nous nourrissait toute une année. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les sols sont devenus pauvres et l'eau se raréfie. Il y a déjà une digue qui est là, mais il y a également un autre aspect qui reste, c'est l'aménagement secondaire. Parce qu'avec l'aménagement secondaire, même si on n'arrive pas à maîtriser l'eau à 100%, mais on arrivera à maîtriser l'eau au moins à 80%. Si cette eau est maîtrisée à 80%, forcément, la riziculture va nourrir son homme. Rien que le département de Goudomp abrite des dizaines de milliers d'hectares de vallées qui peuvent constituer un atout de taille dans la recherche de l'autosuffisance. Nous, dans le département de Goudomp, je pense qu'on est environ à 50 000 hectares de vallées, de terres de vallée. 100 000 seulement chez nous, dans le Bantakuna, on a 12 000 hectares de terres de vallée. La coopérative est forte de 1500 membres. Au moins, même si chaque membre donne 3 tonnes de riz, on a 3500, voire même plus de riz paddy produit. On sera à côté juste vraiment de l'évacuation totale du déficit vraiment de la production que le Sénégal compte avoir par an. Pour cette campagne, de fortes tensions ont été notées sur l'engrais à cause de la guerre en Ukraine. Le placement profond de l'urée a permis à beaucoup de producteurs de rationaliser l'engrais disponible. Direction Paris, où vient de se terminer le séminaire intergouvernemental France-Sénégal. 5 feuilles de route ont été élaborées et 5 accords signés. La France va apporter un appui budgétaire direct de plus de 100 milliards de francs CFA au Sénégal. Nous allons retrouver notre envoyé spécial, Aram Daoua.
Bonsoir Ibrahima, bonsoir à tous. Effectivement, le séminaire intergouvernemental France-Sénégal vient tout juste de s'achever. Il a eu pour cadre l'historique château de Champs-sur-Marne et le séminaire a été présidé par le Premier ministre Amadou Ba et son homologue de la France, Madame Elisabeth Borne. Alors retenez que pour les conclusions, la France va soutenir la politique d'émergence du Sénégal, entre autres décisions. Et ce sont donc quelques 100 milliards de francs CFA qui seront consentis dans les appuis budgétaires directs. Nous écoutons à ce propos le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba. Je puis vous dire, aujourd'hui, nous avions besoin d'un soutien budgétaire direct pour soutenir notre économie. Je ne parle pas de pré-projet, mais je parle d'un soutien budgétaire direct. Et la France accepte de mettre à notre disposition une enveloppe assez substantielle qui devrait permettre, à mon avis, de soulager l'économie sénégalaise. On parle de 100 milliards de francs CFA, soit 150 millions d'euros. Maintenant, les modalités pratiques sont en discussion parce qu'il y a toujours beaucoup d'éléments à régler pour arriver à débloquer un appui budgétaire. Nous avions aussi beaucoup de projets qui avaient ralenti, compte tenu du fait que l'option du gouvernement du Sénégal était de soutenir les populations les plus démunies, donc à travers une politique de subvention qui crée tout de suite un effet d'éviction sur les autres dépenses et à terme peut créer aussi des problèmes. Là aussi, nous avons beaucoup échangé avec la France pour que certains projets qui sont très structurants pour le Sénégal, je pense au TR, je pense au BRT, nous pensons aussi à la souveraineté alimentaire, que tous ces projets puissent faire l'objet de discussions avec la France via l'AFD, mais aussi avec le Trésor français. Je pense que les modalités pratiques de mise en œuvre de tous ces instruments, nos services vont y travailler assez rapidement. Et vraiment, autour des deux premiers ministres, il y avait une dizaine de ministres de la France et du Sénégal avec comme thème majeur la jeunesse, l'enseignement supérieur, les sports, la culture, l'agriculture, la paix, la sécurité. Et nous allons justement suivre les détails avec la première ministre de la France, Elisabeth Borne. Ces relations sont denses, dynamiques, empreinte d'une confiance et d'une amitié historique. Cela témoigne aussi d'un regard commun sur l'avenir, sur les défis face à nous, et d'une volonté conjointe de les relever. Transition écologique, éducation, emploi, numérique, agriculture, santé, culture ou défense, notre partenariat s'incarne et se développe dans de nombreux domaines. Les 5 feuilles de route que nous avons adoptées et les 6 accords que nous avons signés aujourd'hui en témoignent. Ibrahima, pour terminer, sachez que ce séminaire intergouvernemental a été institué en 2015, mais la dernière édition s'est tenue à Dakar en 2019. C'est en raison donc de la Covid qu'il n'y a pas eu les éditions de 2020 et de 2021. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une reprise, mais dans un contexte particulier de relance économique. Nous allons revenir sur tous les aspects de ce séminaire dans nos prochaines éditions. Merci à Ramdao sous le froid parisien. À Dakar, le rapport du panel Malabo a été présenté sur l'action climatique. La rencontre réunit 18 experts en agriculture, écologie, nutrition et sécurité alimentaire. Ces spécialistes s'intéressent aux politiques innovantes des pays africains pour financer l'action climatique et renforcer la résilience des systèmes alimentaires sur le continent. Les détails de ce rapport Malabo-Montpellier avec Ramatadem. Des représentants des gouvernements africains qui offrent une plateforme pour mettre en pratique les résultats de la recherche au niveau continental. Le Sénégal en est un exemple avec le Centre Suivi Écologique qui est la première entité dans le domaine accrédité en Afrique. Nous nous efforçons donc de renforcer notre résilience grâce à un certain nombre d'interventions d'adaptation, ciblant les secteurs de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que de la biodiversité. Mais nous prenons également nos responsabilités. Et bien que nous ne soyons responsables que de 0,07% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, nous nous sommes également engagés à réduire nos émissions de 7%, sans condition,
et de 29% sous réserve d'un soutien extérieur d'ici 2030, conformément à notre contribution déterminée au niveau national. Les atouts du Sénégal, nous le savons, au-delà de l'accréditation, nous avons un gouvernement qui est fortement engagé dans les réponses climatiques. Si je prends l'exemple du BRT, par exemple, les réponses par rapport aux émissions de gaz à effet de serre ont été un élément important. Si nous prenons la Grande Muraille verte, le reboisement du Sénégal et la séquestration des gaz à effet de serre est un élément important. Des programmes comme Khayim Daoui et les efforts de la direction des eaux et forêts et la direction de l'environnement sur la pollution de l'air et la séquestration du carbone sont beaucoup de réponses que nous sommes en train d'apporter. Des experts du continent africain réunis à Dakar pour promouvoir les politiques innovantes en matière de croissance et transformation agricole inclusive en Afrique. Et je me réjouis aussi que l'OCP Africa fasse du travail fondamental, non seulement dans le partage de ce que nous pouvons partager, mais aussi pour la recherche et pour vraiment améliorer les connaissances de la jeunesse dans ce domaine, car je me réjouis, ceci nous aidera aussi à garder nos cerveaux chez nous, en Afrique, et à revaloriser l'agriculture également dans son ensemble. Tout ce qui est innovation institutionnelle, tout ce qui est réforme politique et programmation au niveau local. Donc, dans ces trois domaines, on fait l'économie des expériences et des succès des différents pays, et c'est ce qui est présenté dans ce rapport. Un rapport donc présenté au cours de la rencontre afin de trouver ensemble les voies et moyens pour accéder au financement de l'action climatique et renforcer la résilience des systèmes alimentaires en Afrique. Série de conférences de presse des équipes qualifiées en quart de finale de la Coupe du Monde. Les matchs commencent demain et samedi également. Nous allons voir tout cela avec notre envoyé spécial à Doha, Ibrahim Mboup. Assister à toutes les conférences de presse relève du parcours du combattant. Il faut venir tôt à la Queen Sissi ou être chanceux pour entrer dans la salle d'une capacité de plus de 200 places. Les journalistes sont venus en grand nombre. Certains sont obligés de rester dehors, faute de place disponible. Les confrères dont les pays jouent sont privilégiés à ce stade de la compétition. À l'intérieur de la salle, les propos d'avant-match renseignent sur l'enjeu des quarts de finale. Il y a de l'excitation dans le groupe. L'Argentine est très forte. En ce moment, l'effectif est de qualité. Nous voulons écrire l'histoire de cette Coupe du Monde. Nous voulons franchir le cap et se qualifier en demi-finale, tout en sachant qu'on aura une grande équipe en face. Ce sera un grand match. On a joué de malchance pour la conférence de presse des Pays-Bas. Pour celle de la Croatie, nous sommes bien de la partie. La star des vice-champions du monde, Luka Modric, annonce que ses coéquipiers vont bien défendre et être fidèles à leur principe de jeu. Nous jouerons notre football, quelle que soit la situation. Nous ferons tout pour représenter notre pays de la plus belle des manières et essayer de faire un bon résultat. C'est un match crucial. Nous nous sommes bien préparés. Je crois que beaucoup de choses peuvent se passer demain. La Croatie fera face à l'un des grands favoris de la Coupe du Monde, le Brésil de Neymar et de Vinicius, adeptes du foot samba et du spectacle. Ibrahim Mboup, bonsoir. Vous vous plaisez sans doute à Doha et vous attendez, comme le monde du football, de voir un spectacle pour ces quarts de finale, des matchs de haut niveau sans doute. Bonsoir Ibrahim Diédhiou, ici au Qatar. Tout le monde attend ces deux premiers quarts de finale. À 18h local, on aura Brésil-Croatie à Education City. Et puis à partir de 22h local, Argentine-Pays-Bas. Deux confrontations entre l'Amérique du Sud et l'Europe. C'est deux parties du monde qui dominent la Coupe du Monde depuis 1930. Il n'y a que ces deux parties du monde qui l'ont gagné. 5 titres pour les pays européens et 3 pour les autres pays de l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Uruguay et l'Argentine. Deux matchs très importants, deux matchs couperés pour Brésil-Croatie. C'est sûr que le Brésil est le favori, le Brésil qui a amené
dans cette Coupe du Monde, l'un de ses meilleurs effectifs, un groupe qui est arrivé à maturité, amené par un certain Neymar. Mais la Croatie a des vertus collectives avec Luka Modric. C'est une équipe très solidaire, très tactique, assez physique qui fera face à l'équipe du Brésil. Argentine, Pays-Bas, c'est aussi un duel intéressant. Peut-être Léo Messi va se qualifier en demi-finale avec ses amis. Peut-être sera-t-il son dernier match en Coupe du Monde en cas de défaite, puisque Messi avait déjà annoncé que Qatar 2022 serait sa dernière Coupe du Monde. Pour Luis Van Gaal aussi, le coach des Pays-Bas, ça peut être le dernier match en phase finale de Coupe du Monde, puisqu'il va partir début 2023 pour laisser la place à Ronald Koeman. C'est un match qui sera particulièrement attendu ici à Doha demain soir. Et puis vraiment, il y a les affiches de samedi, notamment France-Angleterre, et le seul pays africain encore en compétition, le Maroc contre le Portugal. Oui, le Maroc qui va jouer après-demain à 18h face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Déjà demain à partir de 14h locale, il y aura la conférence de presse de veille de match de Walid Regragui, le coach du Maroc qui est devenu depuis quelques jours le premier coach africain sur un banc de touche d'un quart de finale de Coupe du Monde. C'est historique. Et à partir de 14h, donc, il fera face à la presse. Et puis à partir de 18h locale, ce sera la dernière séance d'entraînement de veille de match. Seules 15 minutes seront ouvertes à la presse et nous y serons pour toute l'Afrique parce que le Maroc est le dernier représentant du continent. Espérons tout simplement que les Marocains vont le faire face à l'équipe du Portugal après-demain pour donner à l'Afrique sa première place de demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Angleterre-France, ce sera aussi un duel épique entre deux rivaux, deux grandes nations de football. La France, 4e au classement FIFA, qui fera face à l'Angleterre, 5e dans ce classement. Merci Ibrahim Mboup et continuez à nous plonger dans l'ambiance de la Coupe du Monde Qatar 2022. Eiffage Operation Services a fêté 5 ans de présence au Sénégal en tant que concessionnaire et entend maintenir son ancrage dans le dispositif des entreprises du Sénégal. Eiffage rappelle également la diversité de ses services à Job. Cette rencontre avec les partenaires symbolise les 5 ans de présence d'Eiffage Opération Service au Sénégal. L'entreprise marque ainsi son ancrage au Sénégal à travers des services spécifiques. Alors, Eiffage Concession, c'est la branche long terme du groupe avec des engagements sur la durée. On fait tout type d'infrastructures focalisées sur les autoroutes, les réseaux ferrés, les ports de plaisance. On fait aussi du bâtimentaire, on fait des énergies renouvelables et des aéroports. En réalité, le groupe Eiffage est présent depuis plus de 100 ans au Sénégal. En un siècle d'activité, Eiffage a eu largement le temps de diversifier ses services. Nous sommes en phase, je dirais, de promotion de nos activités. Elles sont assez diversifiées. Elles touchent essentiellement à la maintenance bâtimentaire, donc tout ce qui maintenance des bâtiments, des installations électriques ou de tout corps d'État. Elles vont au-delà sur des prestations qui sont de l'entretien d'espaces verts, comme vous avez pu le voir, fauchage, désherbage, le marquage routier, alors que le réseau routier sénégalais tend à augmenter d'année en année, et puis jusqu'à la prestation aéroportuaire, qui est un secteur d'activité dans lequel Eiffage Opération Service est attributaire de l'expérience en fait, du groupe Eiffage. Cette célébration des 5 ans d'Eiffage Opération Service a été un moment de retrouvailles entre collaborateurs. L'entreprise qui opère dans plusieurs secteurs d'activité se dit toujours disponible pour les défis futurs. Un ballet Kazan au Grand Théâtre d'Ouniaï Koumba Rose de Dakar. Ce lieu de spectacle élargit ses partenariats avec les autres du monde. Et il faut dire que ceux-là qui ont assisté à ce partenariat ont pu suivre un spectacle grandeur nature. Le reportage d'Abdouad. Des pas de danse, de belles chorégraphies sur la scène du Grand Théâtre. Ce chef-d'œuvre est signé des étudiants de l'Institut d'État de la culture de Kazan en partenariat avec l'Académie de ballet du Grand Théâtre. L'intérêt, c'est quoi? C'est de pouvoir aujourd'hui permettre à nos danseurs au niveau du Sénégal de travailler avec donc, les danseurs russes
pour créer quelque chose qu'on va montrer un peu partout à travers le monde. C'est-à-dire danse classique, danse traditionnelle, pour ne pas dire donc danse urbaine, pour véritablement créer donc cette cohabitation-là, je ne dirais pas cohabitation, cette symbiose-là qui doit exister entre la culture qui vient d'ailleurs et la culture africaine, la culture sénégalaise. Ce rendez-vous est un lieu de rencontre entre la danse sénégalaise et la danse classique russe, une ouverture au bénéfice des deux pays. C'est un début d'un partenariat qui va permettre donc à nos artistes de faire le déplacement pour aller donc en Russie, se former par de grands instituts, mais aussi vice-versa. Les étudiants qui sont là présentement sont en train d'échanger d'expériences avec les danseurs sénégalais, mais c'est gagnant-gagnant. Les danseurs sénégalais sont en train de bénéficier de l'expérience russe, mais également les étudiants russes sont en train de bénéficier de l'expérience de nos danseurs sénégalais. Pendant plus d'une heure, le public s'est délecté du spectacle de Casse-Noisette, un ballet féerique vieux de 130 ans. Casse-Noisette, c'est un spectacle pour les enfants. La nuit de Noël, où on contribue tous les cadeaux aux enfants. Et la petite princesse Clara, elle est très déçue parce que son cadeau est cassé. C'est toute l'histoire comme quoi la petite princesse elle était dormie. Et tous les poupées, les décorations sur les sapins sont devenues en réalité. Et les casse-noisette poupées est devenu prince. Le Grand Théâtre, en réalité, ses missions sont africaines, mais aussi l'Afrique et sa diaspora, mais aussi et surtout la culture d'ailleurs, comme on l'a dit, c'est d'accueillir les grandes créations, les offrir donc un espace de publicisation leur permettant donc pratiquement de vendre leurs créations à travers l'Afrique, mais à travers donc le monde. Pour la troisième fois depuis 2019, la troupe russe étale toute l'étendue de son talent à Dakar, un événement qui s'annonce désormais comme le grand rendez-vous de la danse classique en terre sénégalaise. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous.